Bonjour, bienvenue dans le débat du jour. 3 sujets, 2 invités. Pic de chaleur attendu cet après-midi, dernier jour pour cet épisode caniculaire avant le prochain, bien sûr. La pollution à l'ozone sévit, un risque réel pour la santé. Oui, mais lequel concrètement? Quel impact de cette canicule sur notre santé? Qu'est-ce qui restera concrètement sur nos poumons? On en parle. 7 millions de personnes meurent chaque année dans le monde à cause de la pollution. Les politiques des villes sont-elles efficaces? La politique peut-elle agir sur le physique? Est-on prêt à maintenant à mieux accueillir les politiques anti-pollution, anti-voiture? Faut-il opposer voiture et santé? On en parle également. Et puis le gouvernement, dernier thème, a-t-il réussi son plan canicule? On a vu un peu partout la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, omniprésente. A-t-elle été efficace ou y a-t-il une récupération politique de la canicule? On en parle avec mes 2 invités. Philippe Juvin, bonjour. Vous êtes chef du service des urgences à l'hôpital Georges Pompidou, Paris 15, et maire LR de la Garenne-Colombes. Et puis j'ai aussi David Béliard, président du groupe écologiste de Paris. Alors, pic de chaleur, voilà, dernier jour, on attend les orages avec impatience, même s'ils seront plutôt violents. Tout d'abord, on va s'arrêter un petit peu sur la pollution à l'ozone. Je vais me tourner d'abord vers vous, monsieur le professeur. C'est quoi la pollution à l'ozone? C'est quoi concrètement? Pollution à l'ozone, on a peur, mais qu'est-ce qui se passe sur nous? Qu'est-ce que c'est? En fait, ça fait maintenant plusieurs décennies qu'on a montré qu'il y avait une corrélation entre le moment où la pollution à l'ozone, mais pas seulement, aussi aux particules qui sont des particules fines qui entrent dans les poumons parce qu'elles sont toutes petites, eh bien plus il y en a dans l'air, plus on observe de la mortalité cardiovasculaire, des passages aux urgences. Donc on s'est dit, tiens, il y a une relation statistique entre les deux. C'était ce qu'on appelle de l'épidémiologie. Puis ensuite, les physiologistes ont tenté d'aller comprendre le mécanisme précis qui faisait qu'il y avait cette surmortalité. Alors, les explications sont multiples, mais globalement, je pourrais vous l'expliquer en disant que ces polluants altèrent le bon fonctionnement d'un certain nombre de cellules qui sont logées au fond du poumon, qu'on appelle les pneumocytes. Et je vois que ces particules sont plus petites qu'un cheveu, en fait. Il y a plusieurs types de particules. Particules 10 microns, particules 2,5, oui. Inférieures à 2,5 microns, sont des microparticules, particules fines, qu'on dit, de plusieurs types. Et elles ont cette capacité d'aller se loger au fond de l'arbre respiratoire, qu'on appelle les alvéoles, à l'endroit où l'air et l'oxygène arrivent et rencontrent le sang de la circulation et font ces échanges sanguins nécessaires à la bonne vie. Et donc, en fait, ces particules et l'ozone altèrent le bon fonctionnement de ce mécanisme d'homéostasie. David Béliard, vous occupez aussi de justement ce détail sur notre santé pour mieux défendre votre politique écologiste? Surtout, ce qu'on sait, notamment sur l'ozone, mais aussi sur les microparticules, c'est de savoir d'où ça vient. Et en ville, en tout cas dans le centre-ville, le centre de Paris, le principal facteur, c'est la circulation automobile. C'est la raison pour laquelle... Et les bâtiments. C'est là d'abord la circulation automobile. En fait, c'est un peu différent lorsque vous sortez de Paris, c'est-à-dire que là, vous avez un rééquilibrage avec les questions de chauffage et d'industrie et trafic automobile. Mais à l'intérieur de Paris, la principale cause... grandes villes de façon générale Les grandes villes en général, la principale cause de pollution aux microparticules et pollution à l'ozone qu'on connaît aujourd'hui, qui est une réaction suite à la canicule, eh bien, aux fortes chaleurs et aux UV notamment, eh bien, c'est le trafic automobile. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle une partie de notre politique, vous parliez tout à l'heure de politique anti-voiture, nous on n'a pas une politique anti-voiture. On va revenir on a une politique, non mais quand même important, plein de questions à vous poser. Une politique pro-santé. Et du coup, tout le monde a des politiques pro-santé. Oui, alors on n'a pas tout à fait le même contenu derrière. En tout cas, nous, c'est ce qu'on dit, puisqu'on nous taxe souvent. Avec des moyens différents. On nous taxe souvent de dire qu'on a une politique anti-voiture. Nous n'avons pas une politique anti-voiture, nous avons une politique pro-santé. Et cette politique pro-santé, nous on regarde, on fait comme vous, on regarde les rapports et on dit bon, alors qui est responsable? Qu'est-ce qui est responsable de ces microparticules? Qu'est-ce qui est responsable de cette pollution? C'est le trafic automobile. Et c'est la raison pour laquelle nous essayons de le baisser. Alors, on va revenir justement, parce que je veux qu'on s'arrête sur cette politique des villes. Comment on agit? Est-ce que c'est efficace? Mais on va revenir un peu sur notre corps. Pourquoi est-ce que les sportifs, par exemple, monsieur le professeur, ne respectent pas justement ces conseils d'interdiction de pratiquer du sport? Lorsqu'on pratique du sport, qu'est-ce qui se passe sur le corps? Détrompez-vous, quand il fait très chaud, on conseille aux sportifs
de ne pas s'adonner au même rythme et à la même intensité à leur activité. Au contraire, on fait attention justement. Non, mais c'est ça, mais pourquoi les sportifs, ils ne respectent pas? On en voit partout. Non, d'abord, c'est pas bien. Voilà, ceux qui ne respectent pas. Les professionnels, qu'est-ce qui se passe sur leur santé? Les professionnels font attention. En fait, un des éléments de la grande chaleur, de régulation du corps, c'est la capacité à transpirer. Il faut pouvoir transpirer parce que c'est comme ça que vous éliminez la chaleur. Puis on s'aperçoit qu'à un certain moment, l'organisme est fatigué et ne transpire plus. Et donc, c'est là où apparaissent le coup de chaleur. Et c'est surtout vrai chez deux catégories de gens. Les gens qui sont très âgés parce qu'au bout de, on considère 48 heures de chaleur, on ne transpire pas suffisamment bien. C'est pour ça que les personnes âgées, il faut les couvrir d'eau et aider à cette transpiration, la compenser. Et chez les grands sportifs du dimanche, qui n'ont pas conscience de cette affaire-là et qui se mettent à s'essayer au marathon pour la première fois de leur vie alors qu'il fait 40 degrés. Ça, c'est une bonne idée. On va regarder un reportage justement avec des sportifs. Il y a des irréductibles. Quels sont les conseils, les bonnes pratiques avec Viviane Hervier et Olivier Gangloff. Tous les médecins vous le diront, sport et chaleur ne font pas bon ménage. Le risque, c'est l'hyperthermie. Fournir un effort soutenu sous un soleil de plomb entraîne une élévation de la température corporelle. Au-delà de 40 degrés, cela peut s'avérer très dangereux, voire mortel. Alors pourquoi s'infliger une telle épreuve? Pour être beau sur la plage. Si on s'arrête, après on ne reprend plus. Pour les sportifs qui ne veulent pas interrompre leur entraînement, c'est possible, mais en respectant certaines règles. On fait l'effort, mais consciencieusement. On n'est pas en excès. Je sors pas courir vraiment à midi et tout, j'attends que vraiment ça commence à faire un petit peu moins chaud, quoi. Je cours moins vite justement et je bois plus et je me préserve justement, je vais pas trop dans l'effort. Rester à l'écoute de son corps, pratiquer son activité tôt le matin ou tard le soir et surtout boire avant, pendant et après l'effort. Telles sont les règles à adopter, des règles de bon sens pour profiter sans risque de conditions climatiques exceptionnelles. Docteur, est-ce que c'est une menace silencieuse, cette pollution à l'ozone dans nos poumons? Est-ce qu'on en guérit? En fait, on en souffre au moment du pic de pollution. Et donc, il y a un effet immédiat. Il y a quelques arguments également pour penser que l'ozone pourrait avoir des effets cancérigènes à long terme. Mais le vrai sujet, il est sur la phase aiguë. Et quand il y a un pic de pollution, on augmente, on voit qu'il y a un pic d'admission aux urgences. Il y a plus de gens qui viennent. Et est-ce que ces particules qui sont installées dans notre corps, est-ce qu'elles s'en vont avec le temps ou pas? Oui, bien sûr. Elles s'en vont avec certaines, le temps. alors certaines S'il n'y a pas encore un autre épisode de pollution. Certaines moins facilement. Par exemple, les particules, les PM 2,5, comme on dit. Parfois, certaines se logent dans les pneumocytes qui sont les cellules des poumons et probablement n'en partent pas aussi facilement que cela. Les conséquences sur la santé, donc c'est AVC, maladies cardiovasculaires, problèmes respiratoires. Décompensation de toutes les pathologies chroniques. Si vous êtes un patient âgé. Ça veut dire quoi, décompensation? Par exemple, quand vous avez un diabète qui est bien équilibré durant toute l'année, et bien quand arrive la vague de chaleur, plus une vague de pollution, eh bien vous pouvez décompenser votre diabète. Puis alors, le reportage, j'y reviens là. Sur les sportifs? Oui, honnêtement, je vous dis, pas de sport par grande chaleur dehors. C'est une folie. C'est-à-dire une folie. Qu'est-ce qui arrive à mon corps parce que si je fais d'abord, vous faites chauffer votre corps. Donc il fait déjà très chaud dehors, vous le faites chauffer encore plus. Et puis là-dessus, vous rajoutez un peu de déshydratation. Et vous faites ce qu'on appelle l'hyperthermie maligne. Et tous les ans, nous avons des gens qui meurent, y compris des gens jeunes de 30, 40 ans. Donc des jeunes qui font du sport, qui n'écoutent pas, par un moment de pollution comme ça, peuvent mourir. Non, il y a vraiment des risques de mortalité. Et de chaleur. C'est pour ça qu'il y a une solution, c'est éventuellement de faire du sport dans des salles climatisées. C'est pas bon pour l'environnement, vous allez me dire, mais c'est mieux pour la santé, voilà. La généralisation de la clim, parce qu'elle peut être nécessaire, notamment pour les personnes vulnérables, évidemment. C'est la généralisation. De la clim qui n'est pas bonne. On va regarder un autre sujet sur les EHPAD, dans les EHPAD des personnes âgées. Comment le personnel soignant s'occupe des personnes âgées, puisque elles, ce sont des personnes à risque, les enfants, les malades. On regarde ce reportage à Roubaix par Damien Depernay et Valentin Casanova. On regarde. Lorsque dehors, le thermomètre dépasse les 30 degrés, Jacqueline préfère rester à l'intérieur pour lire face à son ventilateur. J'aime pas trop la chaleur, mais je m'en arrange. La direction fait tout ce qu'elle peut pour aménager les endroits plus frais où on
se réfugier pour l'après-midi et on boit de l'eau. Dans cette résidence pour personnes âgées, le stock d'eau a été multiplié par 2 pour faire face aux fortes chaleurs, car le personnel soignant est très attentif à l'hydratation. Il faut savoir que les personnes âgées en vieillissant perdent la sensation de soif, donc elles ont rarement soif. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on pense, lorsqu'on passe, de leur servir un verre d'eau et de les stimuler à boire, sinon eux n'y pensent pas d'eux-mêmes. En cuisine, le chef aussi adapte ses repas pour apporter plus d'eau et de fraîcheur aux résidents. Aujourd'hui, nous transformons notre repas chaud en repas froid par rapport à la température. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on avait un rôti de porc chaud avec un accompagnement chaud. On a transformé notre repas, ce qui fait que là, nous avons un céleri avec un taboulé, une tomate, un petit peu de tomate et le rôti de porc en servi froid. Un stand de glace a même été installé dans un des salons. Merci, merci, merci. Et cassis. Tout est fait pour que les résidents traversent cette canicule dans les meilleures conditions. Les résidents sont un peu plus angoissés, un peu plus stressés, donc il faut vraiment qu'on ait une présence auprès d'eux. Et ça, c'est vraiment le travail au quotidien de chacun des membres de l'équipe. C'est une période difficile déjà l'été, et quand il y a une canicule, ça l'est encore d'autant plus. L'après-midi, les résidents sont invités à rester dans l'une des 5 salles climatisées de l'établissement, avant de remonter dans leurs appartements lorsque les températures redescendront. David Béliard, est-ce qu'il faut fuir les villes? On a envie de se dire, il fait tellement chaud en ville, la canicule, la pollution, on va vivre à la campagne et on est sauvé. La campagne, il fait chaud aussi, déjà. Alors, c'est vrai que dans les villes, il fait plus chaud, puisque ce sont des espaces qu'on dit minérales, puisqu'il y a beaucoup de béton et peu d'espaces verts, notamment dans une ville comme Paris. Et c'est d'ailleurs... tout l'enjeu pour nous, c'est aussi de travailler pour les gens qui sont obligés de rester et qui ne peuvent pas en partir, soit pour des raisons professionnelles ou soit parce que tout simplement ils ne peuvent pas le faire pour des raisons financières. Et donc il y a toute une stratégie à avoir. Parce que ce que vous montrez là dans vos reportages ou ce dont on parle sur la question caniculaire, c'est pas un événement purement exceptionnel. C'est quelque chose dont on sait pertinemment qu'il va se répéter, puisque les éléments, tous les éléments nous montrent qu'il y a une augmentation globale de la température et que nous allons traverser de plus en plus d'épisodes caniculaires qui seront plus fréquents et plus intenses. 7 millions de personnes meurent chaque année justement des suites de la pollution, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Est-ce que les politiques des villes sont efficaces? David Béliard, vous êtes président du groupe écologiste à Paris. Est-ce que la politique de Paris est efficace? Est-ce que les politiques générales des villes sont efficaces? Alors, oui, elles sont efficaces, mais pas assez efficaces. Donc quand vous regardez un petit peu, quand vous regardez ce qui se passe depuis le début des années 2000, notamment uniquement sur la pollution de l'air, laissons de côté les questions de canicule, mais sur la question de pollution de l'air, quand vous regardez ce qui se passe depuis le milieu des années 90, puisque la politique que vous avez qualifiée d'anti-voiture a été commencée quand même par Tibéri, depuis la fin des années 90 jusqu'à aujourd'hui, il y a à peu près moins 40% de circulation automobile à Paris. C'est-à-dire que nous avons moins 40% de voitures. Plus d'un Parisien sur 2 n'a plus de voiture aujourd'hui individuelle. On a l'impression que la pollution augmente quand même. Eh bien non, en fait, la qualité de l'air s'améliore progressivement. C'est-à-dire que vous avez moins, notamment sur ces dernières années, de pics de pollution, notamment aux microparticules, puisque vous avez des différents pics de pollution. Aujourd'hui, c'est un pic de pollution à la question de l'ozone, mais vous avez en fait une amélioration générale de la qualité de l'air. Alors cette amélioration de la qualité de l'air, eh bien, on peut s'en satisfaire, effectivement. Ça montre bien qu'il y a une corrélation, c'est-à-dire un lien entre la baisse du nombre de voitures et l'amélioration de la qualité de l'air. Mais évidemment, on est encore très très loin de l'objectif. De l'objectif. Les questions qu'on se pose, par exemple, lorsqu'on voit qu'on a réduit les voies de circulation dans une ville comme Paris, et on dit qu'il y a plus de bouchons, donc plus de pollution. Vrai, faux? Ça, c'est complètement faux. En fait, quand vous regardez bien, mais regardez les images. Non, je suis pas du tout d'accord. Non, mais regardez, attendez, regardez les images des bouchons qu'il pouvait y avoir dans les années 60, alors qu'on ouvrait complètement l'espace urbain. Mais on a plus de bouchons. Alors, attendez, je vais vous dire. Il y a quand même, je note qu'il y a certaines difficultés parce que la ville est en travaux, que nous avons effectivement fermé un certain nombre de voies, et notamment les voies sur berge. Donc, il y a un moment où il y a des bouchons ou des difficultés de circulation qui sont plus nombreuses. Donc on ne va pas se cacher. Je ne dis pas que tout va bien dans le meilleur des mondes. Par contre,
il faut regarder la tendance. Et quand vous regardez la tendance, là, j'en appelle aux scientifiques devant moi. C'est-à-dire que quand vous regardez la tendance, quand vous regardez les chiffres, depuis que nous avons fermé les berges de Seine, moins 7% de circulation automobile. C'est-à-dire que vous avez, ce qui se passe, c'est un phénomène d'évaporation. C'est lorsque vous baissez le nombre de superficie, lorsque vous baissez la superficie qui est dédiée à l'automobile, eh bien, il y a progressivement moins d'automobiles. Alors, le scientifique est aussi politique. Est-ce que les politiques des villes sont efficaces selon vous? Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? C'est pas ça, c'est qu'il faut évidemment des politiques des villes. La question, c'est pas d'être pour ou contre. On veut tous des politiques des villes. La question, c'est de savoir est-ce qu'elles sont efficaces? Lesquelles. Et prenez des exemples. Typiquement, quand vous regardez ce qui s'est fait à Stockholm avec un péage urbain, on a eu moins 22% de circulation automobile après 2006 en un an. En revanche, à Paris, prenons l'exemple de la fermeture des voies sur berge, puisque tout le monde connaît cet exemple très malheureux. Qu'est-ce qu'on observe? Il y a une explosion des embouteillages à Paris. Il y a une augmentation de 50% du temps de transport entre Boulogne et Charenton. Donc quand on franchit la capitale... Oui, sur certaines lignes, je suis d'accord avec vous. De plus 92% du temps de transport sur les quais hauts et une augmentation de la pollution sur les quais hauts. Donc ce qui s'est passé, la fermeture des voies sur berge, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a déporté la pollution ailleurs, ça a augmenté le temps de transport et finalement ça a eu un effet malheureux. Alors je ne comprends pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'on conteste, si vous voulez, c'est que les élus parisiens ne peuvent pas avoir en permanence tout seuls raison sur tous. Les élus parisiens, une politique plus globale. Ils ont des communes autour. Ils ne peuvent pas faire en sorte de continuer à faire en sorte qu'ils sont seuls et ils décident sans nous. Quand vous êtes parisien, vous avez le métro, c'est facile. Mais quand vous habitez en banlieue parisienne, comment vous faites pour transporter? Vous avez besoin de la voiture. Les interdictions parisiennes sont des interdictions égoïstes. Les Parisiens pensent à eux. Les élus parisiens pensent d'abord aux Parisiens. Et ça pose un problème. Et c'est un vrai sujet. Il n'y aura pas de politique de ville si elles sont égoïstes. Or, donc, vous avez des politiques c'est une égoïstes. politique pour vous inefficace, les politiques, par exemple, dans la ville de Paris, parce qu'elle n'est pas... Il n'y a pas une réflexion globale. Et puis, vous avez une explosion des embouteillages. L'amélioration de la qualité de l'air en général, est-ce que vous la contestez ou pas? Parce qu'en fait, il faut quand même qu'on se base sur un certain nombre de chiffres. Je vais vous dire, vous ne pouvez pas en fait la contester parce qu'elle est réelle et elle est acceptée par l'ensemble de la communauté scientifique. Sauf que, mais attendez, laissez-moi, on parle. Vous savez bien qu'elle n'est pas liée à vos politiques, elle est liée à autre chose. Laissez-moi vous répondre. Nous n'avons pas une politique nous ne sommes pas focalisés uniquement sur les berges de Seine. Vous avez pris un exemple qui est un exemple effectivement extrêmement médiatique. Nous avons une politique qui est une politique générale. Et cette politique générale, je vous réponds et puis après vous pourrez me contester. Mais nous avons une politique générale. Regardez par exemple pour les gens qui nous écoutent, qui nous regardent et qui connaissent un peu Paris, la rue de Rivoli, pardon. Sur la rue de Rivoli, vous avez aujourd'hui un certain nombre de travaux. Qu'est-ce qu'on fait sur cette rue, qui est une rue très, très passante? Eh bien, nous mettons une piste cyclable. Parce que nous développons la politique du vélo. Nous voulons augmenter l'usage du vélo. Les villes qui ont le meilleur niveau de qualité de l'air, ce sont des villes qui se sont globalement débarrassées de la voiture. Copenhague, Amsterdam. Absolument. Zurich, Copenhague, Vienne, Stockholm. Et vous avez là une politique qui est une politique depuis 60 ans. Parce que pourquoi? Donc il faut parce qu'on n'a pas écouté. Opposer voiture et mais non, mais moi, il faut rééquilibrer. Aujourd'hui, la ville. On ne va pas bannir la voiture. La ville, bien sûr que non. Personne ne dit ça. Personne ne dit ça, monsieur. C'est vous qui le dites. Non, mais comme la politique égoïste, c'est vous qui inventez un système. C'est vous qui inventez. Je suis maire de la Garenne-Colombes. Est-ce que quand vous avez fermé les voies sur berge, je vous avais demandé au maire de banlieue? Il y a eu une discussion dans le cadre métropolitain avec l'ensemble des acteurs. Et effectivement, lorsque vous avez des acteurs, notamment comme Valérie Pécresse, qui est présidente de la région, qui en fait investit massivement, qui décide d'investir massivement, plutôt dans l'amélioration du trafic routier que dans le vélo ou les transports en commun. Alors en effet, nous avons un problème majeur pour travailler ensemble, puisque nous n'avons pas les mêmes objectifs. Donc il y a un problème pour travailler ensemble. Je prends juste l'exemple de Rennes qui a planté 1000 arbres pour faire baisser la chaleur. Marseille qui utilise l'eau de mer pour faire baisser la température dans les bâtiments. Encore Marseille qui a doublé le prix des stationnements des véhicules. Est-ce qu'il faut... Vous n'êtes pas d'accord vous n'êtes pas d'accord là pour se débarrasser de la voiture, comme il dit? Est-ce que c'est la solution? Mais non, ce n'est pas la solution de dire zéro voiture, ça n'existe pas. Et personne ne dit ça, monsieur. Bon, mais je réponds à votre question. Ma question. Ce que je vous dis simplement, c'est qu'il n'y a pas un seul exemple où la ville de Paris a demandé son avis à ses voisins. La ville de Paris décide toujours seule. La ville de Paris a un bilan catastrophique. J'ai parlé des explosions des embouteillages. Je pourrais parler de la faillite totale
d'Autolib, qui a été géré, on se demande comment, et qui aujourd'hui vient de s'arrêter brutalement. C'est une faillite. Vélib, je n'en parle même pas, c'est absolument affligeant. Il y a une capacité des élus parisiens à croire qu'ils détiennent la vérité en permanence. Une des difficultés que nous avons en matière de gestion de la pollution en ville, c'est que nous ne sommes pas d'accord sur les chiffres. Une des raisons, c'est que jamais vous ne faites une étude d'impact d'une manière transparente, en collaboration avec les utilisateurs, en collaboration avec les riverains. Pourquoi les berges de Paris ont été, la décision que vous avez prise a été déclarée comme illégale par le tribunal administratif? Parce que vous n'aviez pas fait l'étude d'impact suffisante. C'est ça le vrai sujet. Alors, en fait, vous ne pouvez pas continuer à travailler tout seul, vous comprenez? Petits Français, victimes de la pollution, qu'est-ce qu'on fait? Dernier point, je vais vous dire, je ne connais pas un seul élu parisien qui fait un débat sur la pollution, et j'en ai fait quelques-uns, et qui repartent du débat en vélo ou en métro. Tous, ils se font raccompagner en bagnole. Vous voyez le sujet, voilà. Alors, vous voyez le sujet, l'opposition Paris banlieue. Alors moi, ça me fait toujours rire parce que 75% des Parisiens, comme moi par exemple, nous ne sommes pas nés à Paris, et donc moi je connais bien les sujets, notamment les sujets où dans des territoires où on a l'obligation d'avoir le permis. Vous savez, moi mon premier diplôme ça a été le permis de conduire, donc je sais très bien. Je sais très bien. Excusez-moi, je termine. Je sais très bien l'importance en fait du permis. Mais vous voyez, il y a quand même. Là, moi, je trouve que votre position est une position dangereuse. Parce que ce n'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que nous avons une métropole du Grand Paris dans laquelle il y a des grands débats et que nous posons un certain nombre de choses. Et oui, nous sommes victimes d'une certaine forme d'obstruction. Alors peut-être un sujet. Baisser, je termine juste, pour baisser la pollution, de l'air. Et il y a une seule façon de baisser la pollution de l'air, notamment sur les microparticules, c'est de baisser le trafic routier. Il n'y a pas d'autre solution. Qu'est-ce que vous pensez? Dernière question avant de terminer. Déjà, le gouvernement a-t-il réussi son plan canicule? On a vu Agnès Buzyn partout sur le terrain, vraiment omniprésente. Est-ce que c'est une récupération politique? Est-ce qu'elle a réussi son plan canicule? Agnès Buzyn, c'est ministre de la Santé, elle fait son job. Nous, les services d'urgence, nous sommes ouverts 24 heures sur 24 tous les jours de l'année. On ne se pose pas la question de savoir si au moment de la canicule, on est ouvert. Donc, le ministre de la Santé a la raison de faire le tour des services d'urgence. Mais Madame Buzyn n'est pas responsable de la température. Voilà. Oui, c'est sûr. Lorsqu'elle dit qu'il y a seulement 3-4% d'augmentation, vous pensez qu'il y en a plus? On ne sait pas. Il y en a évidemment plus. Parce qu'elle dit en même temps qu'il faut attendre plusieurs semaines pour avoir l'augmentation de la mortalité. L'analyse de la mortalité, on la fera simplement secondairement, évidemment, parce que tout ça est assez compliqué. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a plus de patients aux urgences et qu'on a surtout plus de patients âgés. C'est ça le sujet. Et en plus, pardon, pour rentrer dans les détails, ça se connecte avec un mauvais moment qui est que dans les hôpitaux au mois d'août, il y a des lits qui sont fermés. Parce que simplement, les gens partent en vacances. Et moi, en tant que chef de service d'urgence, j'ai besoin de lits pour mes patients. Et j'ai moins de lits. C'est ça le sujet. On a fini. David Béliard, juste un mot. A-t-elle réussi, oui ou non, sa politique plan canicule? Qu'elle communique ou qu'elle soit présente sur le terrain, là, tout à fait d'accord. C'est la ministre de la Santé. On lui aurait reproché de ne pas le faire. Donc c'est très bien qu'elle le fasse. Oui. Par contre, la question, c'est une question plus générale. C'est la question des moyens dans l'hôpital public. Oui. Aujourd'hui, on a une politique qui est plutôt une politique très critiquée en ce moment. Bien sûr, qui est très agressive en termes de moyens, baisse des moyens dans l'hôpital public. On voit bien qu'aujourd'hui, l'hôpital, les urgences, l'hôpital public, les services publics sont extrêmement importants. Et donc, il faut toujours mettre en lien un point contextuel qui est la question de la canicule avec une politique qui est une politique structurelle. Et là-dessus, c'est une politique que nous, on contexte parce qu'on veut plus de moyens pour l'hôpital public. Merci David Béliard, merci professeur Philippe Juvin. Tout de suite, le 13h sur CNews.